Éric Marien. Bonsoir. Bonsoir. La première fois que j'ai vu Éric, c'était dans cette salle. Il y a 22 ans. Je sais, je parle. J'avais de beau à l'époque. J'étais assis au fond à gauche, là-bas, à côté de Michel Riff. Nous étions étudiants et Éric était notre professeur. On était une promotion un peu facétieuse. Et notre jeu favori, c'était de tenter de déstabiliser le formateur. Et donc, lors d'une pratique, le cobaye s'avance pour servir de cobaye à Éric, entièrement nu. La kick à l'air, comme disent les jeunes. Nous tairons le nom. Et bien, Éric ne s'est pas démonté. Il a fait sa pratique de TGO de hanche, comme si de rien n'était. J'ai rien vu, je crois. Parce que, tu n'as rien vu, parce que Éric fait dans le subtil. Vous verrez ça tout à l'heure. Il s'intéresse plus à ce que cachent les évidences plutôt qu'à ce qu'elles montrent. Deuxième petite anecdote à propos d'Éric. Deuxième dossier. Il y a quelques années de ça aussi, on lui a proposé de devenir professeur international. International. Et voilà notre Éric dans tous les Hilton de la Terre, entre New York et Singapour, à Rotterdam ou à Rio. Un seul hic, l'anglais. Parce que, à part Brian is in the kitchen, Taylor is rich. my Taylor is rich. Et donc voilà notre Éric en train de lire le Herald Tribune avec ses croissants, écouter la BBC dans sa vieille Volvo et débaptiser son fils en Brian. C'est la raison pour laquelle Éric a décidé de faire ce soir la conférence en anglais. Bravo. Bravo. Belle présentation. Eh bien, je suis assez ému d'être ici parce que c'est effectivement l'école à laquelle j'ai fait mes 4 dernières années d'études et où j'ai obtenu mon diplôme et où j'ai commencé à enseigner il y a 25 ans. Je crois que c'était le premier cours, c'était dans l'aquarium. Et donc j'aurais aimé avoir certains de mes anciens enseignants ici. Ça m'aurait fait paraître plus jeune, mais en fait, il n'y a même plus d'enseignants, donc voilà en première ligne parmi les vieux dinosaures de l'ostéopathie. Alors il est d'usage, quand on commence ce genre d'intervention, de remercier le public, de remercier les organisateurs, etc. Et c'est ce que je vais faire, mais je vais même vous le faire 3 fois, de 3 façons différentes. Lorsque vous verrez cette bulle, c'est que je serai en train justement de vous présenter, de vous remercier, etc. Et puis lorsque vous verrez celle-ci, vous aurez accès à mon discours intérieur, à mon ressenti, à ce qui se passe en arrière-plan. Alors allons-y, acte 1, scène 1. Bonsoir. Je suis vraiment super heureux d'être parmi vous. Je remercie Rostéo, Florent Rostéo, Brière de m'avoir invité pour partager certaines choses avec vous. Heureux, tu parles, ça se voit vachement que je suis heureux. C'est exactement l'inverse, c'est la panique totale. Ça fait des jours que je suis le bide défoncé. Je sais même plus ce que je veux dire actuellement. À vrai dire, j'ai rien qui me vient au cerveau. J'ai l'impression que... En fait, j'ai l'impression que c'est comme si j'allais me faire pendre, quoi. J'ai l'impression que je vais mourir, et si je pouvais disparaître dans un trou de souris, ça serait l'idéal. Scène 2. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? La forme?
C'est vraiment, je suis vraiment tellement ravi d'être là parmi vous pour vous présenter, partager avec vous la théorie polyvagale. Vraiment, je remercie Florent de son initiative de m'avoir invité. Et, enfin, on va vraiment, j'espère, passer un bon moment ensemble. Stress total, là. Ça fait des jours que un boule au ventre, j'arrive pas à manger, je dors mal, j'arrête pas de penser à tout ça. Avant, c'est... Alors des fois, je me dis, super, je vais être un super moment, je vais faire une super conférence, intéresser tout le monde, c'est génial. Puis des fois, j'ai envie de renoncer. D'ailleurs, quand Florent m'a appelé il y a 3 jours, pour demander si j'étais toujours d'accord, j'ai failli sauter sur l'occasion pour lui dire non, j'ai autre chose à faire. Ma belle-mère se marie, il faut que j'aille à son mariage. Donc, j'ai le palpitant à 100 000, là, et les mêmes watts. T'inquiète. Et puis, scène 3. Donc, bonsoir à tous. Si j'avais su quand même qu'il y avait autant de monde, je ne serais peut-être pas venu, parce que je suis quand même du genre à être plus à l'aise à écrire dans mon bureau et à travailler avec mes patients que de devoir faire une prestation en public. C'est vrai que c'est pas ma nature première, c'est pas ce dont je raffole le plus, même si ça fait 25 ans que j'enseigne. Ce genre de messe là me met toujours un peu mal à l'aise. Néanmoins, j'ai travaillé sur certaines choses, j'ai écrit un ouvrage, et puis je considère un peu comme une nécessité de devoir partager, essayer de transmettre certaines choses. À un certain âge, si on n'essaye pas de rendre ce que la vie nous a donné, eh bien c'est un peu dommage. Donc je suis vraiment ravi, et merci à Eurostéo et à Florent pour cette invitation. Et puis je vais essayer de vous faire partager quelques notions sur le système nerveux autonome et la théorie polyvagale. Alors là, mon discours intérieur, j'en ai pas. Le système nerveux autonome, et particulièrement le nerf vague, m'est toujours apparu comme un des éléments essentiels de l'équilibre de l'être humain, de son équilibre physiologique, mais aussi psychosomatique. Et c'est l'un des 3 piliers de l'homéostasie du corps, avec le système hormonal et le système immunitaire. Mais c'est le premier à réagir, il est capable de réagir en quelques millisecondes. Donc c'est la première ligne de défense et d'adaptation. Le système nerveux autonome fonctionne bien sûr dans la régulation de l'homéostasie à partir de récepteurs qui permettent de détecter des changements, des voies afférentes, des centres de contrôle et puis des effecteurs qui vont permettre d'entraîner des réponses de l'organisme pour assurer une régulation de l'homéostasie, un équilibre moyen autour d'oscillations permanentes. Certaines de ces oscillations subissent un rythme circadien, une activité qui change entre le jour et la nuit. D'autres oscillations sont peut-être liées à des activités ultradiennes, enfin des rythmes ultradiens ou des cycles annuels. Et puis aussi, il va varier en fonction des changements de l'environnement interne comme externe. Le maître mot du système nerveux autonome, c'est adaptation. Quoi qu'il arrive, le moindre changement, un changement de densité lumineuse, un bruit soudain, un changement de température, quelque chose qui passe dans votre champ visuel ou dans votre champ sonore, des variations à l'intérieur du corps, c'est en permanence monitoré, si vous voulez, par ce système nerveux autonome. Et donc, il va y avoir une régulation qui va, à partir des différents récepteurs, qui vont entraîner par des voies très courtes, des simples réflexes, comme c'est le cas pour le système nerveux entérique, ce fameux deuxième cerveau, mais aussi des boucles un peu plus longues par la moelle épinière, par le tronc cérébral, et puis ensuite d'autres qui vont impliquer les structures diencéphaliques et le cortex également. Alors ce système nerveux autonome, par exemple, peut nous préparer notre organisme à faire face et à réagir à des situations extrêmes, comme la situation bien connue de fuir ou combattre,
mais aussi, lorsque les exigences du milieu le demandent, à des situations où il faut se figer, s'immobiliser, passer en mode d'économie maximum. Mais encore dans des périodes de repos, de régénération, de restauration du corps. Et aussi, et ça on va y revenir de façon plus approfondie, le système nerveux autonome, je vais dire le SNA pour aller plus vite, est impliqué dans nos relations humaines. Est impliqué dans les contacts entre chaque être humain et aussi plus largement, finalement, et c'est assez surprenant, il peut avoir un rôle dans l'établissement de relations humaines et comment vivre en société avec autrui, de façon constructive, créative, ou parfois, malheureusement, on le voit bien, d'une façon totalement destructive et conflictuelle. On y reviendra. Alors, juste quelques mots, on ne va pas faire un cours sur le système nerveux autonome, mais des points essentiels sur le parasympathique qu'il faut bien savoir. Le parasympathique est dévolu à la surveillance constante de notre corps, de notre organisme, et réagit à toutes les stimulations interoceptives. Okay. Dès qu'il y a le moindre changement dans notre corps, chimique, circulatoire, les pressions, n'importe quoi qui se passe dans le corps, c'est le système parasympathique qui est responsable. Et qui, dans les descriptions physiologiques, d'ailleurs, quand on voit des cours sur le système nerveux autonome ou des bouquins, bien souvent, c'est comme ça que moi j'avais été enseigné au départ, on insiste sur les fonctions motrices, sur les actions. Le parasympathique fait ceci, l'orthosympathique fait cela, etc. Mais en réalité, le contingent, les voies afférentes, le contingent sensitif du système nerveux autonome est beaucoup plus important. Par exemple, le nerf vague contient 80% de fibres sensitives. Donc c'est vraiment le contrôle. Agir, c'est pas compliqué, ça suscite beaucoup moins de fibres nerveuses, beaucoup moins de voies. Mais pouvoir s'adapter nécessite vraiment une surveillance et très très précise de tout ce qui se passe. Parasympathique, plus actif au repos, et plus actif allongé. Il est responsable de l'entretien des tissus, leur régénération, leur nutrition. C'est pour ça qu'on dit qu'il a un rôle trophotropique. Et d'une manière générale, il stocke, il économise. Le système sympathique est tout à fait différent. Il va surtout réagir au changement de l'environnement, donc à toutes les informations extéroceptives, toutes les informations même véhiculées par les voies sensitives somatiques, mais aussi par celles des organes des sens. Il est également important, il rentre énormément en jeu dans tous les phénomènes de nociception. Le système sympathique va être activé dès qu'il y a une nociception quelque part dans le corps, que cette nociception soit consciente, à une douleur perçue, ou totalement inconsciente. Ça, c'est la réaction combattre ou fuir était une de celles les plus étudiées, avec une littérature très abondante, où là, lorsque le système sympathique est vraiment libéré et hyperactivé, il va permettre de mobiliser l'organisme pour entraîner les changements métaboliques nécessaires à l'action, à la fuite, au combat, etc. Donc toutes les ressources énergétiques, glucose, oxygène, etc. Je ne vais pas insister là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est très connu. La régulation du système nerveux autonome, eh bien, tout ce qui vient de l'intérieur du corps, de nos viscères, aussi bien abdominaux, thoraciques, céphaliques, ont surtout un effet sur le parasympathique, très très peu sur le système sympathique. A l'inverse, toutes les informations qui viennent de l'environnement extérieur, par les voies somatiques, afférentes et par les voies sensorielles, un double effet sur les deux systèmes. Premièrement, d'inhiber le parasympathique, et deuxièmement, d'activer le système sympathique. Alors, l'ensemble des signaux véhiculés par les systèmes sympathiques et parasympathiques vont converger vers le tronc cérébral, vers l'hypothalamus,
et puis vont élaborer des réponses autonomes pour faire face aux différentes exigences de l'environnement extérieur, mais aussi aux exigences de notre propre organisme. Et toute cette régulation centrale permet des espèces de sensations internes à la limite de la conscience. Parfois elles sont conscientes, certaines sont très conscientes, d'autres le sont beaucoup moins, qui permettent sans arrêt de répondre pour notre corps, de répondre à certaines questions fondamentales qui sont par exemple, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je peux me relaxer? Est-ce que j'ai besoin au contraire d'être sur la défensive? Est-ce que je dois me mettre en alerte? Est-ce que je peux dormir? L'endormissement est vraiment lié, il demande la nécessité que notre système nerveux réponde positivement à cette question, je suis en sécurité. D'où, depuis que l'être humain existe, sans doute cette recherche d'abri, de toit, pour se sentir en sécurité. Un certain nombre d'insomnies, en fait, peuvent être dues au fait que le système nerveux n'est pas du tout conscient de la part du patient, mais au fait que le système nerveux ne se sent pas en sécurité et empêche les mécanismes qui permettent l'endormissement. Et puis, aussi d'autres questions, c'est est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai besoin d'aller aux toilettes? Est-ce que j'ai assez d'énergie pour m'engager dans une activité intellectuelle, physique, une activité relationnelle? Tout ça, c'est par le fait d'abord de comment notre système nerveux interprète l'ensemble des informations intérieures qui viennent de l'extérieur et celles de l'intérieur. Une chose qui est aussi vraiment importante à comprendre, c'est qu'il y a une hiérarchie. C'est le parasympathique qui régule le sympathique et non l'inverse. En d'autres termes, c'est quand le tonus vagal s'abaisse pour des raisons physiologiques ou se déprime totalement pour des raisons plus pathologiques ou plus exceptionnelles, que le tonus sympathique s'élève. Il ne peut pas s'élever le sympathique s'il n'y a pas d'abord une dépression du parasympathique. Alors il s'élève soit normalement juste ce qu'il faut pour pouvoir répondre à certaines exigences de mobilisation, ou bien il devient hyperactif en cas de situation extrême, ou, et malheureusement c'est souvent le cas, en cas de stress prolongé. Et donc en fait c'est lorsque notre cœur, lorsque son rythme commence, le vague exerce un freinage permanent du rythme cardiaque. Si on est engagé dans une activité qui n'est pas extrême, il n'y a pas besoin d'augmenter le tonus du sympathique. Il suffit que le parasympathique se déprime un tout petit peu et notre cœur accélère, notre pression artérielle augmente un tout petit peu, notre respiration également devient un peu plus rapide, sans intervention du sympathique. Ça, c'est un mode d'économie, parce que le sympathique use, affaiblit. Donc on l'utilise que dans des situations qui sont importantes, normalement, puisque c'est un système d'alerte qui est fait pour répondre à des situations importantes, de menaces, de danger. C'est un système qui s'est développé au cours de l'évolution des espèces, alors que les animaux, et voire les premiers hominidés, et puis les premiers humains, étaient toujours dans des situations extrêmes, de survie, de défense, et avaient besoin de se battre, de fuir, etc. Aujourd'hui, le problème dans nos sociétés évoluées, c'est que le stress permanent lié aux conditions de vie, au monde du travail, où la pression exercée sur les salariés est de plus en plus importante, eh bien, entraîne une réponse de l'organisme comme s'il avait besoin de mobiliser une grande quantité d'énergie pour combattre. Et cette énergie, elle n'est pas utilisée. Lorsqu'on passe sa vie dans les transports et au bureau, elle n'est pas dépensée. Et c'est là qu'elle cause tellement de conséquences préjudiciables pour le corps. D'où aussi l'intérêt pour beaucoup de faire du sport, de façon à dépenser cette énergie. Donc Stephen Porges, je vais vous en reparler, c'est l'inventeur de la théorie polyvagale. Pour lui, le stress correspond à l'état autonome qui témoigne d'une rupture de l'homéostasie par dépression du parasympathique, du nerf vague en particulier. Toutes les anciennes études
qui avait été menée par Cannon, Labori, Anseli sur l'homéostasie, sur le stress, ont énormément focalisé sur les problèmes, sur l'hyperactivité du sympathique, parce que lorsqu'il est hyperactivé, effectivement, c'est là où les symptômes sont les plus bruyants, les plus apparents. Ils n'avaient pas du tout vu l'action du parasympathique et du nerf vague, et en particulier le fait qu'il devait d'abord s'abaisser. C'est parce qu'il s'abaissait que le sympathique était libéré. À l'inverse, curieusement, Darwin l'avait vu dans un de ses écrits. Il énonce clairement que le nerf vague est le plus grand régulateur de l'organisme, celui qui est hiérarchiquement le plus élevé. Alors on entre dans la théorie polyvagale, mise au point, découverte par Stephen Porges, un scientifique américain. Il a publié ça il y a un peu plus de 20 ans. Ça n'a pas été très connu. Moi, pourtant, j'étais intéressé par le système nerveux autonome depuis longtemps. Et j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Le nerf vague, c'est vraiment, comme son nom l'indique, il est vague, c'est-à-dire qu'il est extrêmement compliqué. La distribution de ses fibres dans le corps elle va de partout. Et elle est très très dure à disséquer d'ailleurs. Il est vraiment intégré dans toute notre matrice neurologique, tout notre corps. Et toutes les études le montrent, surtout depuis les travaux sur la variabilité du rythme cardiaque, qui est permise par une bonne activité du nerf vague. Il est vraiment impliqué dans le maintien de la santé. C'est notre plus grand protecteur de la santé. Tant qu'il fonctionne à un niveau élevé, avec puissance, avec souplesse, adaptabilité, on est protégé de la plupart des maladies. D'après certains, c'est même un meilleur indicateur, le tonus du nerf vague, qui est mesuré par la variabilité du rythme cardiaque, meilleur indicateur que les autres analyses biologiques, sanguines, pression artérielle, etc. Donc à la fois un système extrêmement performant, garant de notre santé, et à la fois capable de nous mettre dans des états extrêmement désagréables, comme le fameux malaise vagal, la syncope, voire l'arrêt cardiaque, et même le décès par arrêt cardiaque. Paradoxe du nerf vague que j'avais du mal à expliquer, qui me posait des problèmes. J'enseignais le système nerveux autonome bien avant de découvrir la théorie polyvagale, et j'étais toujours embêté pour expliquer ça. Puis je disais, alors, face au stress, c'est le système sympathique, la réaction fuir-combattre, etc. Mais de temps en temps, face au stress, c'est le contraire. C'est un effondrement dû au nerf vague. Je ne comprenais pas. Et le jour où j'ai découvert la théorie polyvagale, je suis tombé sur un article, j'ai passé le week-end à le traduire, parce que j'avais commencé à apprendre un peu l'anglais. Donc j'ai passé le week-end à le traduire et être tout excité, parce que ça a éclairé tous mes questionnements. Alors, d'après Stephen Porges, nous venons au monde avec deux besoins fondamentaux, qui est la volonté de survie, qui se manifeste comme un instinct de survie, et aussi une soif de lien, une soif de connexion avec autrui. Dès notre premier souffle, on va être embarqué dans cette quête. Toujours instinct de survie, instinct de vie, et besoin de connexion, besoin avec autrui. Ça commence dès la naissance. On sait très bien que le nouveau-né, si on lui présente des tas de dessins, il sera focalisé sur le dessin d'un visage humain. C'est ancré biologiquement en nous, ce besoin de connexion. Beaucoup plus encore que chez les autres espèces animales, du fait peut-être de ce qu'on appelle la néothénie humaine, c'est-à-dire le fait de naître d'une façon très... En fait, on est très prématuré par rapport à d'autres espèces animales. Du fait du développement de l'encéphale, on est obligé de sortir bien avant d'être achevé, contrairement à certains animaux qui sont capables de très vite se déplacer au bout de quelques minutes ou quelques heures. Donc, par rapport à ces deux grands instincts, notre système nerveux autonome va sans arrêt se poser les questions suivantes. C'est, est-ce que je suis en sécurité ? Si je suis en sécurité, je peux m'engager socialement dans des relations humaines positives. Si je me sens en danger, encore une fois, quand je dis je me sens en danger, c'est pas forcément quelque chose de conscient. C'est le système nerveux qui interprète, à tort ou à raison d'ailleurs, des signaux de danger. À ce moment-là, ça active le système de mobilisation. On se mobilise pour
répondre à ce danger, soit en le fuyant, soit en essayant de le supprimer. Et puis, si ce n'est pas suffisant, si notre système nerveux interprète la situation comme une menace vitale, un danger de mort imminent, on va tomber dans un système d'effondrement, d'enfermement, de shutdown, où tout va se ralentir. Si, supposez que deux lions rentrent dans cette pièce inopinément, qu'est-ce qui va se passer ? Vous le sentez, vous arrivez à évoquer, qu'est-ce qui va se passer ? À peu près 10% d'entre vous, quelque chose près, vont collapser. Certains vont s'évanouir. D'autres vont être complètement figés, dissociés, incapables de réagir. Peut-être même certains vont avoir leurs sphincters qui vont relâcher. Une autre partie, le plus grand nombre, va rentrer en système de mobilisation et va essayer de faire quelque chose, de se mobiliser par rapport à ce danger, c'est-à-dire une partie encore de cette partie va se barrer, va essayer de fuir. Et on sait ce qui se passe dans les phénomènes de foule lorsqu'il y a un danger. On n'est plus dans nos fonctions corticales élevées, là. Certains sont capables de marcher sur les autres pour s'en sortir. Une autre partie, levez le doigt, ceux qui... non ? Une autre partie va au contraire être proactif et essayer de faire face à ce danger, de le combattre, pour le faire disparaître. Alors, si c'est des lions, et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont peut-être prendre des chaises, les repousser, crier, etc. Même certains peuvent devenir des vrais héros, hein, et aller jusqu'à sacrifier leur vie pour sauver celle de leurs camarades. Ce qu'on a vu sans doute ce qui s'est malheureusement passé au Bataclan il y a quelque temps. Enfin, une autre petite partie va rester dans l'engagement social, c'est-à-dire dans la connexion. Et ils vont commencer à essayer de négocier avec les lions. Alors, peut-être que là, dans ce cas présent, c'est pas la meilleure réponse, c'est un peu surestimer les capacités de bienveillance du lion, surtout s'il a faim. Mais on voit ça lorsqu'on est attaqué, par exemple, attaqué par un chien agressif. Il y a des gens qui prennent la peau d'escampette, d'autres qui rentrent dedans, et puis d'autres qui sont terrorisés, et puis d'autres qui vont avoir une attitude quand même gestuelle, une intonation de voix qui va changer pour essayer de calmer le chien. Et ils restent donc dans leur système le plus élevé. Okay ? Et c'est ce qui se passe aussi dans les interactions humaines, dans la situation de violence. Certains, d'autres vont fuir, d'autres vont être hyper agressifs, et puis d'autres vont rester dans la communication non violente. C'est des choses qui s'apprennent d'ailleurs, d'essayer de trouver des transactions, trouver des compromis, trouver une entente, un accord. Donc le système nerveux autonome n'a pas deux branches, comme on l'a toujours enseigné, mais trois branches. Deux nerfs vagues, fonctionnellement différents, anatomiquement avec des grosses différences, et un système sympathique au milieu. Ce qu'on appelle le vague ancien ou vague dorsal, parce qu'il naît des noyaux dorsaux du vague dans le tronc cérébral, est apparu il y a 500 millions d'années environ avec les espèces animales primitives non vertébrées jusqu'aux poissons non vertébrés. C'est un système qui permet d'inhiber toutes les fonctions corporelles, toutes les fonctions vitales, mais aussi de se couper, de se dissocier, de s'effondrer. C'est un système d'évitement. Ces modèles-là ont déjà été testés, si on peut dire, par l'évolution. Si vous prenez un coquillage, il va passivement vivre dans son milieu, être totalement dépendant du contexte de ce milieu. S'il y a des changements chimiques, thermiques, il va devoir essayer de s'adapter. Et puis, la nourriture lui parvient passivement. Il l'absorbe, il l'excrète. Donc, déjà, on voit aussi un système très lié à la digestion. Si la nourriture vient à manquer, eh bien, tout est réduit au minimum de façon à pouvoir survivre le plus longtemps possible. Et même les bactéries sans système nerveux autonome proprement dit savent faire ça. Elles sont capables de rester des fois des milliers d'années en attendant des situations plus favorables. Le deuxième système, c'est le système sympathique qui est apparu il y a
400 millions d'années, avec les premiers poissons vertébrés, où là, les animaux, pour survivre, vont être beaucoup plus proactifs et vont devoir aller chercher leur nourriture, se battre pour, parfois, et aussi se battre pour ne pas être soi-même une nourriture d'un autre prédateur. Donc c'est le système du combat, de la fuite, qui va, lui, par contre, inhiber les fonctions digestives pour laisser toutes les ressources énergétiques au profit du système cardio-pulmonaire et musculaire. Le troisième système, le plus jeune, donc le vague nouveau, ou vague ventrale, parce qu'il provient des noyaux qui sont disposés en position ventrale dans le tronc cérébral, qui sont les noyaux ambigus, est apparu donc il y a 200 millions d'années, et a priori n'est présent que avec les mammifères, que chez les mammifères. Donc c'est un système d'interaction, de connexion, parler, communiquer, s'engager, savoir se réguler, savoir s'auto-apaiser, pour inhiber les influences sympathiques surrénaliennes en particulier. Alors, lorsque les situations sont extrêmes, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, si y a un danger, une menace vitale, on est dans le vague ancien, avec vraiment ce truc où on se collapse, où on fait un malaise vagal puissance 10. Mais il n'y a pas que ça. Chacun des trois systèmes a un certain tonus. En fait, ils sont tous nécessaires. Leur fonction ne se résume pas aux situations extrêmes. Dans la vie de tous les jours, quand il faut digérer, par exemple, on a besoin de l'activité de ce vague dorsal, ce vague ancien. Donc on a un certain tonus, mettons, comme le régime moteur d'une voiture. Au ralenti, c'est 1000 tours minute, et puis à l'extrême, c'est par exemple 10 000 tours minute. Normalement, le vague nouveau doit être celui qui doit être le plus souvent actif si on veut rester en bonne santé. Et son rôle, c'est donc de réguler, d'inhiber les deux sous-jacents. S'il est trop faible, s'il n'arrive pas à le faire, cela monte en régime. Au-delà des situations extrêmes, dans la vie de tous les jours, eh bien, on peut avoir un régime un peu trop élevé du vague dorsal ou un régime un peu trop élevé du système sympathique. Et c'est là que ce qui nous intéresse en tant que thérapeute, c'est que lorsque l'un de ces deux régimes est trop élevé, parfois même les deux ensemble, eh bien, la dérégulation de l'organisme commence, des troubles fonctionnels. En veux-tu en voilà, on en parlerait. Et puis, après, ça fait le lit de pathologies organiques plus sérieuses. On va le voir aussi, ce système de vague nouveau, dit de l'engagement social, ne marche pas tout seul. Il a à sa disposition des collègues, d'autres nerfs crâniens, qui participent au système d'engagement social. Je voulais en parler juste après. Donc, premier stade, appelé parasympathique ici, mais vague dorsale, c'est juste la nutrition, plutôt passive, les fonctions de digestion, assimilation, excrétion, et puis la reproduction aussi passive. Okay. L'important, c'est d'amener les nutriments nécessaires au tissu du corps, au métabolisme, et l'oxygène. Deuxième stage, système sympathique, où là, c'est déjà plus sophistiqué pour se mettre en mouvement pour la nutrition, pour la défense, pour la protection, et puis aussi pour une reproduction beaucoup plus engagée activement. Troisième stage, le vague ventral, donc c'est aussi contemporain du développement des trois couches de notre cerveau. Un cerveau reptilien, cerveau limbique et cerveau mammalien, néo-mammalien, cortex. Donc les liens maternels, les liens sociaux, le langage, etc., les expressions faciales. Comment ça marche ? Un vieux neurologiste, là, Jackson, fin 19e, dans la neurologie anglaise, disait, par rapport à la théorie de la dissolution, le système nerveux supérieur, le plus haut, inhibe ou contrôle l'inférieur. Et donc, quand ce système nerveux supérieur, cette couche supérieure est subitement rendue non fonctionnelle, le système juste en dessous augmente en activité. C'est ce qu'on voit aussi avec les trois cerveaux. Lorsqu'on quelqu'un
ces lobes frontaux, préfrontaux endommagés, soit pour des raisons traumatiques, tumorales ou dégénératives, ça va libérer des comportements beaucoup moins sociaux, beaucoup moins policés, etc. C'est pareil pour le système nerveux autonome. Le supérieur, la branche supérieure, le vague ventral, contrôle, régule les autres. Lorsqu'il est en faillite, lorsqu'il ne peut plus faire son boulot, parce que la situation l'oblige ou parce on va le voir, il n'a pas pu se structurer correctement, il n'est pas assez costaud en fait, eh bien le sympathique est libéré. Si le sympathique est défaillant ou lui-même pas assez costaud, ou la situation le demande vraiment, eh bien si vous êtes bloqué en montagne dans la neige, vous survivrez plus longtemps si vous rentrez dans ce système d'immobilisation, d'économie maximale. D'ailleurs, c'est un peu le système qui fonctionne dans l'hibernation de certains mammifères. Tout est au ralenti. On doit pouvoir donc... La vie, c'est pas quelque chose de fixe, de statique. Il y a des oscillations. Lorsqu'on est en phase de digestion, on est obligé d'activer le vague dorsal. Lorsqu'on a besoin de faire du sport ou de faire une activité physique, on a besoin d'activer le sympathique. Et encore une fois, on a des niveaux de fonctionnement, des tours minutes, qui vont dépendre des conditions rencontrées, et c'est physiologique. Ça devient pathologique lorsque on ne peut plus faire autrement, lorsqu'il n'y a plus la souplesse adaptative et on n'a pas le choix que de rester en sympathique ou en vague dorsale, alors qu'il n'y a aucune situation réelle qu'il demande. Donc lorsqu'il n'est pas nécessaire. Donc un certain nombre d'émotions, de comportements sont décrits en corrélation avec la dominance d'un de ces systèmes. La vague dorsale, c'est plutôt la puissance, dépression, des états de dissociation, où on n'est plus là, vous voyez, on est à côté de ses pompes, état de survie. Le sympathique, c'est tout ce qui est anxiété, irritation, colère, peur, etc. Et puis l'engagement social, normalement, c'est la joie, l'empathie, la compassion, etc., la présence, etc. Donc parfois, ce vague ventral, cette couche supérieure, n'a pas pu se construire correctement. N'a pas pu se développer correctement en cas de traumatisme, de conditions délicates au premier moment de la vie. Ce vague ventral, c'est le seul du système nerveux autonome qui possède des fibres myélinisées. Donc sa myélinisation commence à la 30e semaine intra-utérine et va être très importante la première année de la vie. Donc si un nouveau-né, un nourrisson, par exemple, a une maladie sévère qui l'oblige à une hospitalisation avec une perte de lien suffisant, eh bien, son développement risque d'être assez vite compromis. Bien sûr, c'est le cas lorsqu'un enfant naît dans des conditions parentales effroyables, avec de la violence familiale, ce genre de choses, évidemment, ce vague ventral va très peu, sa myélinisation ne va pas pouvoir se faire, elle ne va pas se développer, et sa couche va être très mince. La moindre chose effondre la personne dans un des systèmes sous-jacents. Parfois, il a été suffisamment construit, structuré au cours de la vie, mais une personne peut passer à travers une série d'événements extrêmement déstructurants pour son équilibre, une accumulation de traumatismes psycho-émotionnels ou bien un stress très important, chronique, récurrent. Et à ce moment-là, le vague ventral va vraiment se fatiguer, s'épuiser. C'est aussi le cas du burn-out d'ailleurs. Et puis vraiment, si la situation ne relève pas de ses compétences, là, il vaut mieux pas rester en vague ventrale, il vaut mieux être en sympathique pour avoir une plus grande chance de survie. Et puis, dans ce cas-là, lorsque la gazelle est attrapée, il faut qu'elle passe en vague dorsale. Ça a beaucoup d'intérêt. D'abord, elle est dissociée complètement. L'apport sanguin, même au niveau du cerveau, est totalement réduit, au minimum. Donc, on ne sent plus la douleur. On est dissocié. Le cœur, toutes les fonctions métaboliques, vraiment bradycardie extrêmement intense. C'est encore une chance de survie, parce que peut-être certains prédateurs, lorsque l'animal ne bouge plus, peuvent s'en désintéresser. On voit ça d'ailleurs avec les chats qui jouent avec les souris. C'est exactement ça. Ils savent faire la mort. Alors, les animaux, eux, une gazelle qui est relâchée, même si elle a été prise comme ça, elle est capable de se défiger très vite. Si le lion est parti, en
quelques minutes, elle va s'ébrouer, réactiver toutes ses fonctions, notamment sympathiques chez elle, et repartir en courant comme si rien n'était sans traumatisme en fait. Alors que chez l'être humain, c'est un peu plus compliqué. Notre psychisme est beaucoup plus élaboré. Un traumatisme psycho-émotionnel, évidemment, laisse énormément de traces. Certaines personnes victimes de traumatisme comme ça, émotionnel, de viol par exemple, décrivent que pendant l'acte, elles étaient comme en dehors de leur corps. Elles étaient complètement dissociées, comme si elles vivaient la chose sans sentiment, sans émotion, sans affect. Alors c'est sans doute utile à ce moment-là, cette réaction-là, elle est sans doute heureuse pour ces personnes. Par contre, pas suffisant pour un être humain pour ne pas ensuite avoir ce traumatisme psycho-émotionnel et quand même des grosses difficultés de résilience derrière. On le comprend. Stéphane Porges a inventé le terme de nociception pour décrire la façon dont ce système nerveux autonome, la façon qu'il a de rechercher en permanence des indices de sécurité ou de danger. Neuroception, parce que ce n'est pas un phénomène conscient, mais par contre c'est un phénomène permanent. Ce qu'il y a, c'est qu'en tant qu'être humain, avec notre conscience de conscience, notre conscience autoréflexive, on ne supporte pas de ressentir des choses, d'éprouver des choses, si on n'a pas quelque chose de rationnel à mettre dessus. Donc, on est capable de créer un discours, d'inventer un discours, d'inventer une histoire de sa propre vie ou de ce qu'on est, pour justifier certains états intérieurs. Les expériences qui ont été faites ont stimulé certaines zones du cerveau pour créer des sentiments d'anxiété, par exemple, à l'insu des participants. Eh bien, à chaque fois, comme ils ne savaient pas qu'on leur faisait ça, ils trouvaient une raison. C'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que j'ai reçu une lettre des impôts, n'importe quoi. On veut toujours créer du sens. Alors c'est fabuleux, parce qu'on crée des tas d'histoires en tant qu'être humain. La contrepartie négative, c'est qu'on invente beaucoup d'histoires et beaucoup de fiction, y compris sur notre propre vie. Parce que cette neuroception, elle peut être faussée. Le système nerveux, il n'a aucun sens moral, il juge de rien. Elle peut être faussée justement si on n'a pas appris correctement, si on n'a pas été placé dans les meilleures situations pour que cette neuroception soit bonne. Les interactions précoces, maternelles, on voit rien. Les interactions précoces sont déterminantes pour ça. Un enfant qui n'a pas appris, qui n'a pas vécu les premiers temps de sa vie dans une ambiance de sécurité, avec des nourritures affectives suffisantes, ne va jamais apprendre correctement et sa neuroception sera faussée. Il va tout de suite... et donc son vague ventrale aura une puissance proche de zéro. Et il va donc très vite, tout le temps réagir pour un oui ou pour un non, soit en sympathique, c'est le cas des gosses par exemple violents, qui ont connu des milieux violents. Les éducateurs ont un mal fou, les policiers ont un mal fou parce qu'ils ne connaissent que la réaction sympathique, c'est-à-dire violence. Et puis d'autres, extrêmement repliés sur eux-mêmes, vont tout le temps rentrer dans un système d'enfermement, de coupure avec autrui. Stéphane Porges a aussi beaucoup travaillé avec les autistes, qui est pour lui aussi lié, je ne pense pas qu'il aille jusqu'à dire que c'est la cause, mais à une hyperactivité du vague dorsal. Et c'est des autistes donc, qui sont assez repliés sur eux-mêmes dans ce système de shutdown, d'enfermement. Et ce qui est certain, c'est que les autistes ont une très faible activité lorsqu'on la mesure de leur vague ventrale. Donc des possibilités d'engagement social et de connexion avec autrui assez faibles. Hop. Donc, l'engagement social, le nerf vague ventral, n'est pas tout seul, je vous disais, parce qu'il va nécessiter d'autres fonctions neurologiques pour pouvoir fonctionner. Ces fonctions de l'engagement social sont contrôlées par les centres supérieurs cérébraux qui vont réguler, organiser, coordonner l'activité de certains noyaux des nerfs crâniens pour permettre, par exemple, l'ouverture
des yeux. Relevez les paupières. Lorsqu'on est engagé, lorsqu'on est en connexion avec quelqu'un, on a les yeux ouverts, à part si on veut vraiment être inquisiteur, sinon on a les yeux ouverts. Et le regard, on cherche le regard de l'autre. Un enfant, d'ailleurs, c'est un signe, c'est très important chez les nourrissons. Un nourrisson qui a 2 mois, 3 mois, ne cherche pas de connexion par le regard, c'est un signe extrêmement inquiétant. J'en ai eu un il n'y a pas très longtemps, 3 mois je crois, et j'ai jamais pu, pendant toute la séance, avoir son regard. J'ai averti la mère qui était médecin, rien remarqué de normal. Bon, c'était un peu tôt pour elle, a priori. Pour prendre conscience, c'est difficile, je la comprends, c'est très douloureux. C'est-à-dire que son enfant peut avoir un problème, mais donc je l'ai quand même un petit peu semé une graine en disant surveillez, il y a quelque chose qui est pas normal. Également, dans ce système d'engagement social, les muscles du visage, l'expression faciale qui traduit nos émotions. À tel point qu'elles sont bien souvent, les émotions primaires en tout cas, sont universellement reconnues de partout. Donc, l'émotion. Quelqu'un qui est... on peut voir avec le visage l'état du système nerveux autonome d'une personne. Si elle est sympathique, les muscles du visage s'activent pas de la même façon. Si elle est en vague dorsale, son visage est inexpressif, il va se figer, en plus de devenir pâle. Également sont concernés dans ce système d'engagement les muscles de la mastication. Mâcher explique pourquoi d'ailleurs le repas, le partage de repas est quelque chose d'aussi convivial. Aussi pareil dans tous les pays. Partager un repas favorise l'interaction sociale, la communication, on se dit des choses qu'on ne dirait peut-être pas ailleurs, etc. Également concerné l'écoute. L'écoute, il y a une régulation de notre tympan qui nous permettre d'extraire les fréquences de la voix humaine. Les fréquences de la voix humaine sont assez élevées en comparaison des bruits de l'environnement extérieur, et les bruits qui sonnent dangereusement sont souvent des basses fréquences. Donc on a un mécanisme actif. Si c'est pour moi, je suis occupé. Pas grave. On a un mécanisme actif d'écoute, qui est très lié aussi, très connecté aux fonctions du vague ventral pour entendre la voix humaine. Et aussi, dès notre, et même là, on le sait, dès la période intra-utérine, l'enfant est très sensible à la voix humaine. Également concernés les muscles du pharynx et du larynx qui permettent la prosodie, qui permettent les fines modulations du langage, l'intonation, etc., qui nous permettent de communiquer, d'exprimer, au-delà de l'aspect sémantique, de communiquer quelque chose d'autre, des sentiments, des intentions, etc. Et également encore, la connexion entre les muscles qui permettent la rotation de la tête et celle des yeux, de façon à focaliser son regard, soit pour mieux capter un danger, soit pour aller capter un visage amical. Okay, mais aussi pour les sons, on tourne la tête pour mieux entendre, mieux repérer d'où ça vient. Est-ce que c'est un bruit inquiétant ou est-ce que c'est un bruit amical? Eh bien sûr, un certain nombre de nerfs crâniens sont impliqués et fonctionnent de concert avec le nerf vague. Et notamment, alors un peu tous, mais les principaux sont le nerf trijumeau, le nerf facial, le nerf glossopharyngien, le nerf vague bien sûr, et le nerf accessoire pour la rotation de la tête. Mais on peut dire que le 3 avec le muscle oculomoteur, ça joue aussi. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que la voie finale commune de toute cette activité régulée et coordonnée de notre système d'engagement social, des nerfs crâniens, en lien avec nos émotions aussi, mais du point de vue de la neuroception, c'est pas tellement ce qu'on éprouve consciemment qui est important, c'est comment le système nerveux perçoit la situation. Et bien, cela fait une voie commune sur la régulation du cœur. Et la façon dont notre cœur bat est liée à notre capacité d'être en connexion avec autrui. Et donc avec le fait de se sentir en sécurité. C'est vrai, c'est valable aussi pour la pression artérielle et les poumons. Donc notre visage reflète notre état aussi viscéral, puisque notre état viscéral va être altéré ou régulé
selon le cas, par la juste activité des 3 branches du système nerveux autonome. Et ça se voit sur le visage, ça se voit dans nos comportements, notre façon de parler, notre façon de regarder, notre façon d'écouter. Je le disais, le cœur, pour s'accélérer un tout petit peu, n'a pas besoin de sympathique, il a juste besoin que le vague relâche un petit peu. Et la puissance de ce système d'engagement, et donc du nerf vague, est le meilleur prédicteur de la sensibilité ou susceptibilité au stress. On sait le mesurer donc, avec les techniques de variabilité du rythme cardiaque, appelée encore arythmie sinusale respiratoire, c'est-à-dire que le nœud sinusal du cœur est sans arrêt freiné par le nerf vague, si ça fonctionne bien. Et pendant l'inspiration, le vague relâche un peu son frein, donc le cœur accélère un tout petit peu, et pendant l'expiration, il refreine à nouveau un peu plus. Cette variabilité est capitale. Les premières études ont été faites chez les nourrissons, enfin en monitoring au cours de l'accouchement. Les bébés à naître qui n'avaient plus de variabilité du rythme cardiaque, parce que le cœur était parfaitement régulier, risquent de mort imminente. Okay, donc c'est vraiment essentiel. Donc on sait le mesurer, et certaines compagnies aujourd'hui, certaines entreprises, achètent des appareils pour mesurer la variabilité du rythme cardiaque de façon à évaluer la sensibilité au burn-out de leurs employés. Tant que le vague ventral est puissant, flexible, on peut continuer à pressuriser le salarié sans problème. Un petit exemple. Donc ici, muscle étrier, tenseur du tympan, régulé par le 7 et le 5, donc qui vont permettre de jouer sur la filtration, l'extraction des fréquences de la voix humaine, et puis la connexion aussi avec les yeux. Par exemple, si on regarde à droite, ça va créer une tension supplémentaire sur le tympan à droite pour pouvoir mieux écouter, mieux entendre la voix humaine. Et aussi, à l'inverse, l'écoute active entraîne une ouverture, une focalisation des yeux. Donc il y a vraiment des connexions neurologiques très très fines dans ce système d'engagement social. Les enfants autistes souffrent très généralement d'hyperacousie. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de filtrer. Et du coup, leur système nerveux perçoit n'importe quelle situation comme un danger. Donc une des techniques de Porges, c'est une rééducation par une écoute avec des musiques, quelle que soit la musique, mais qui sont filtrées, qui sont travaillées pour stimuler les fréquences de la voix humaine et leur réception. C'est un système que j'ai essayé en quelques temps, qui est assez intéressant. Malheureusement, il faut louer tout le matériel, le casque, l'iPod, et ça coûte un peu cher. Et comme c'est très peu connu en France, j'ai pas beaucoup de personnes qui viennent, donc j'ai surtout des mails qui viennent de la région parisienne ou d'autres pays, mais comme il faut être là 5 jours consécutifs, du coup, j'ai pas assez de patients, j'ai arrêté. Mais c'est intéressant, en tout cas. Et il y a beaucoup de patients qui souffrent d'hyperacousie. Et j'ai souvent aussi des demandes par rapport à ça. Et là, même, on n'a pas besoin même de l'appareil. J'ai testé des techniques qui me permettent d'avoir de super effets là-dessus. Et du coup, ça va équilibrer le système nerveux autonome d'une façon vraiment extraordinaire. Et donc, on peut avoir des résultats sur plein de symptômes différents. Comme je vous disais, les systèmes peuvent fonctionner aussi ensemble. Alors, dans les conditions physiologiques, par exemple, le jeu. Jouer ou faire un sport, vous voyez, un match de foot, n'importe quoi, un combat de karaté, un match de tennis, suppose la coopération vague ventrale sympathique, parce qu'on doit être en relation, en communication avec l'adversaire, le partenaire, et en même temps être en sympathique pour pouvoir s'activer. Chez les enfants, on voit ça, et puis tout d'un coup, le vague ventral, et le jeu devient une dispute, conflit et bagarre. Lorsqu'on est dans des états de relaxation profonde, de méditation, de détente, on active et le vague ventral et le vague dorsal. Et peut-être qu'il existe un état qui nécessite la coopération des 3 niveaux en même temps. Vous l'avez deviné ? Merci. Pour ceux qui n'ont pas deviné, tant pis. Bien sûr, l'acte sexuel. Petit détail anatomique. Je vous disais, le vague ventral provient des noyaux ambigus et innerve essentiellement les organes céphaliques et thoraciques, au-dessus du diaphragme. Le vague ventral innerve essentiellement les organes infradiaphragmatiques.
Okay, donc digestion avant tout. Ici, vague ventrale, cœur, respiration. Okay. Oxygène. Alors, bien sûr, le sympathique, lui, il est partout. Alors, il y a quand même quelques fibres du vague ventral qui descendent un peu plus loin, et surtout parce que le vague ventral a besoin de réguler et d'inhiber les excès du vague dorsal, du vague ancien. Et il y a quelques fibres du vague ancien qui vont aux organes thoraco-abdominaux. En cas de nécessité d'un shutdown, d'une immobilisation importante, c'est le vague ventral qui va créer la bradycardie importante. Le vague ventral, lui, régule le cœur, mais c'est le vague dorsal ancien qui crée des états de syncope ou de bradycardie. Et aussi, de bronchoconstriction, bronchosécrétion importante, donc l'asthme, c'est une hyperactivité du vague ventral. Alors que le vague dorsal, lui, vague nouveau sur le poumon, il a aussi une espèce d'arythmie respiratoire, c'est-à-dire qu'il va permettre une légère bronchodilatation pendant l'inspiration et une légère bronchoconstriction pendant l'expiration. Okay. Donc avec ça, on comprend pas mal de symptômes. Par exemple, l'hernie hiatale, ou au moins les reflux. L'œsophage, lui, la partie haute, elle est innervée par le vague ventral, la partie basse par le vague dorsal, comme les autres organes abdominaux. Eh bien, quand le diaphragme descend à l'inspiration, ça abaisse l'estomac. Il faut que ça tire sur l'œsophage. Eh bien, cet œsophage a aussi une activité, une espèce d'arythmie. Si le vague ventral fonctionne bien, pendant l'inspiration, l'œsophage se laisse distendre. Et pendant l'expiration, il se retend. Si ça ne fonctionne pas bien, en cas d'insuffisance du vague ventral, l'œsophage reste tendu et on a une autre compréhension des reflux et de la hernie. Et notre façon de les aborder. Les avantages de la flexibilité vagale, comme c'est appelé, ou de la bonne puissance, la bonne souplesse de ce vague ventral, il y a eu des milliers d'études, puisque toutes les études qui concernent la bonne variabilité du rythme cardiaque, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque plus communément, alors ces études sont légion et on sait que ça affecte énormément de choses et que c'est la meilleure garante de la santé, de la résilience au stress. Le vague ventral est aussi très contemporain de l'ocytocine. Hein. Le processus d'attachement, on sait que l'ocytocine rentre en jeu, mais le vague ventral avec. Diminution de l'inflammation, les moindres risques d'AVC, de maladie cardiovasculaire, de diabète, régulation du cortisol, meilleure immunité, meilleure connexion dans notre vie avec autrui. Donc quand on est mieux entouré, on est en meilleure santé aussi. Amélioration des capacités cognitives. Donc beaucoup de choses. Et puis ici, une autre étude qui est sortie là, dans le journal d'oncologie de 2018. Il va y avoir bientôt une personne qui va venir faire une conférence là-dessus. 3 principaux facteurs contribuent à la progression des tumeurs, indépendamment des facteurs génétiques prédisposants ou pas. L'accumulation de radicaux libres, l'inflammation, et l'état de stress chronique, donc d'hypertonie du système sympathique. Eh bien, un nerf vague ventral puissant, flexible, prévient tous ces facteurs. Et donc, les travaux commencent à apparaître sur l'intérêt de ce nerf vague et le cancer, contre l'apparition, pour le traitement des cancers. Vous savez qu'il existe aujourd'hui des traitements de stimulation électrique du nerf vague qui ont commencé pour traiter l'épilepsie, et puis la dépression, et puis l'obésité, et puis les polyarthrites rhumatoïdes, etc. Rien qu'en stimulant le nerf vague. Donc on n'a pas fini de comprendre toute la puissance de ce système-là. Et donc, bientôt, un intérêt sera apporté dans le traitement du cancer. Mais surtout, ce qui est chouette, c'est la prévention du cancer. Ce qui est intéressant, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment essayer de maintenir ça au plus haut niveau. Comment aider mes patients à maintenir ça, ou à retrouver ce système-là, pour ne plus avoir de patients à traiter. Être tranquille. Alors, en tant qu'ostéopathe, maintenant, ce qui est important, pour nous, c'est de savoir reconnaître l'état du patient.
est-ce qu'il est en vague ventrale, est-ce qu'il a un vague ventrale puissant, effectif, est-ce qu'il est plutôt tendance sympathique, ou est-ce qu'il est en vague dorsale. Et ce, à la fois d'une façon, je dirais, ponctuelle, c'est-à-dire est-ce qu'il a momentanément basculé dans un certain état à la suite d'une situation particulière, d'un traumatisme, n'importe quoi, ou d'une maladie, ou bien est-ce qu'il est structuré comme ça? Quelle est la force ou la fragilité de ces systèmes? Parce que c'est très important pour comprendre comment il va pouvoir faire face aux différentes situations et comment il va réagir, et du coup comment il va avoir des réponses psychosomatiques. Alors on a des questionnaires. J'ai un questionnaire de 170 questions avec un tableau qui permet d'avoir des graphes et de voir la prépondérance de chacune de ces branches. On a quelqu'un qui est plus en sympathique, plus tendance à réagir avec son sympathique. Bon, on ne fait pas ça avec tous les patients, hein, c'est vraiment pour des cas particuliers. Surtout intéressant pour des études. Hein, et puis là, j'ai par exemple des étudiants avec leur mémoire qui utilisent ce genre de tableau pour suivre les évolutions. Mais sinon, on a des tests particuliers, des tests cliniques, où on va pouvoir évaluer cliniquement la fonction du vague ventral. On a la mesure de la variabilité du rythme cardiaque, mais ça suppose d'être appareillé, mais on peut s'en passer. J'ai trouvé quelques tests simples qui me permettent vraiment de voir, et puis après, au travers de notre échange avec le patient et des symptômes, ça devient assez facile avec l'habitude de comprendre son patient. Et donc on va avoir, par exemple, lorsque quelqu'un est plutôt vague dorsale, plutôt de tendance comportement dépressif, la fatigue, la boulie, l'apathie, les muscles, le système musculaire devient atonique, beaucoup moins efficace, beaucoup moins puissant. Même les tissus conjonctifs perdent de leur tonicité, de leur qualité. Un rythme cardiaque très lent, anormalement lent, problème d'hypotension orthostatique, douleur fréquente, erratique. On va le voir, puisque on a aussi trouvé un lien, c'est pas une cause, mais c'est corrélé avec la fibromyalgie par exemple. Parce que le vague ventral va vraiment être important avec ces fibres myélinisées pour la régulation de la douleur. Un visage pâle, un manque d'expressivité, manque de contact visuel, et puis, ce qui est le plus fréquent dans nos cabinets, les troubles intestinaux. Alors là, c'est légion, et on va le voir après, je vous le dis, ça commence souvent très tôt dans la vie. La voix, les problèmes de bronchopneumopathie chronique obstructive, l'asthme, et puis des états de dissociation, de coupure, de mauvaises relations avec autrui, moins d'apport sanguin vers les lobes frontaux, etc. Problèmes d'obésité, et aussi de moins bonne fonction immunitaire. Pour ce qui est de... ça c'est beaucoup plus connu, lorsque le sympathique domine le tableau, on a tous les signes classiques de sympathico-tonique, vous pouvez apprendre en cours, lire dans tous les livres. À terme, les maladies de l'adaptation, comme l'ulcère, le stress, comme les troubles surrénaliens, enfin plein de choses, l'hypertension artérielle, essentielle évidemment. Ça fait le lit, bien sûr, de tous les troubles vasculaires, cardiovasculaires, hein, qui sont nombreux, une des plus grandes causes de mortalité. D'autres troubles digestifs aussi, plus volontiers, estomac, des choses comme ça, RGO. Des comportements qui vont avec, l'agressivité, l'agitation, hein. Et puis des états toujours d'hyperactivité, de compétition, on est tout le temps en train de vouloir faire plus, etc. Et l'inflammation. Propice à l'inflammation. Pour vous, pour nous, en tant qu'ostéopathe, on a beaucoup de gens qui viennent avec des douleurs articulaires. L'état de sympathicotonie détermine, avec le système nerveux central, l'augmentation des cytokines pro-inflammatoires, donc des états d'inflammation tendineuse. Avec la formation réticulée activatrice, une augmentation de l'activité gamma, donc du tonus musculaire, ce qui augmente la charge biomécanique sur toutes les articulations. Trop de corticoïdes, des œdèmes, discrets, hein, vous vous demandez gros œdèmes, mais énormément de syndrome canalaire. Moi qui travaille beaucoup aussi avec les manipulations neurales, ça c'est un truc tous les jours. Des nerfs qui sont comprimés parce qu'il y a toujours un petit état d'œdème. Et donc partout où les nerfs sont exposés, dans des boutonnières, etc., ils sont comprimés. Augmentation des catécholamines, diminution de la microcirculation, diminution de la vitesse de réparation et augmentation des douleurs musculaires. Donc tout ça, ça fait des symptômes qu'on voit tous les jours, dont la cause
et un état de stress, de sympathicotonie élevé. Bien sûr, nous, en ostéopathie, on est les plus forts, on trouve toujours la cause primaire. Mais ça, c'est des causes plus systémiques, si vous voulez. Après, ça va se focaliser à un endroit à un autre en fonction du terrain et de nos chaînes lésionnelles qu'on connaît bien. Un aspect de ce fonctionnement du système nerveux dans notre consultation, dans nos relations thérapeutiques. Comme je vous le disais, le système nerveux autonome et central, d'ailleurs, il coopère, surveille en permanence les signaux. Quelqu'un qui, de par son histoire, par sa structuration, a un vague ventral faible, un système d'engagement social faible, très vite, et à tort, il perçoit des signaux de danger, d'insécurité. Et selon sa structuration, son système dominant, il rentre en vague dorsale ou en sympathique. Donc, on a des patients, par exemple, qui sont difficiles parce qu'ils ne répondent pas bien aux questions, ils sont agressifs, ils sont hyper tendus, tout ça. Si nous, on ne prend pas garde à ça et qu'on réagit, bon, ça nous énerve, mais détendez-vous, on ne devrait jamais dire à un patient détendez-vous. C'est un échec. On devrait l'aider à se détendre. C'est pas lui qui se détend pas, c'est son système nerveux qui réagit comme ça. Des gens aussi, le toucher, on touche. Le toucher est un grand médiateur d'activation du système nerveux autonome. Mais quelqu'un qui, pour lui, le toucher est synonyme d'agression dans son passé, même des fois inconscient, il va se rétracter comme une huître avec du citron. Nos tests seront plus difficiles. C'est pas, c'est subtil, mais nos tests seront plus compliqués. On ne sentira pas ou on sentira mal, etc. Donc des fois, notre voix, notre attitude, notre façon de regarder, notre intonation, notre gestuelle peut aider un patient. Au contraire, peut le faire rentrer encore plus loin dans son système de défense et de protection. Stephen Porges a parlé de co-régulation, c'est-à-dire la capacité du thérapeute, en étant lui-même parfaitement bien ancré dans son vague ventrale, d'amener le système nerveux du patient en résonance, de l'amener à monter ces étages, plutôt qu'inconsciemment, parfois, le faire descendre encore plus. Okay, donc ça, c'est hyper important, savoir s'adapter, de discerner comment fonctionne le patient. Et, bon, je suppose que la plupart d'entre vous le font spontanément, sans en avoir conscience, parce que vous êtes des thérapeutes et que c'est en vous. L'empathie est en vous, directement. Bon, on s'intéresse toujours aux émotions, aux traumatismes psychoémotionnels, il y a plein de choses qui existent. Ici, on va essayer de différencier ce qui est un traumatisme psychoémotionnel de la structure psychosomatique du patient, c'est-à-dire comment il s'est structuré, non pas en parlant de papa-maman, tout ça, on s'en fout, mais comment son système nerveux s'est structuré, quelles sont ses forces, ses faiblesses, quelles sont ses possibilités. Parce que du coup, le traumatisme psychoémotionnel va entièrement dépendre de cette structuration. Il y a des gens en situation pas de guerre, il y a des gens qui sont totalement traumatisés, puis d'autres qui restent maîtres de la situation, qui ne subissent pas, qui ont d'autres capacités, etc. Donc le traumatisme en lui-même, c'est une chose. Le conflit, c'est une chose qui a créé, tel conflit a créé tel problème, c'est une chose. Mais sur quelle structure ça survient, ce conflit, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que souvent, justement, c'est dans l'histoire profonde de la personne que ça se joue. À partir de notre socle génétique, de notre hérédité, de ce qui s'est passé pendant la période fétale. On arrive à la naissance, déjà, on n'est pas une table rase, il y a déjà eu des choses, il y a déjà des choses qui nous définissent. À partir de là, on a un développement biologique, puis psychomoteur, et puis un développement psycho-affectif, émotionnel, et puis un développement mental. Se suivent. Et parallèlement, les trois systèmes existent dès le départ, bien sûr, mais vont être colorés, vont se renforcer, au contraire être affaiblis en fonction de notre histoire. Le vague ancien, le sympathique, le vague nouveau. Si on subit un traumatisme quelconque à un moment donné de notre enfance au cours de ce développement, chaque fois qu'on va subir un conflit, des émotions difficiles, n'importe quoi, chaque fois que la vie nous contrarie ou est difficile, ou n'est pas tendre avec nous, on a un système de régression automatique sur la fixation qui s'est passée. Parfois, on a même plusieurs fixations. Si ça concerne le vague ancien, c'est le ventre. Eh bien, dès que la charge émotionnelle augmente, on régresse et on active anormalement le vague dorsal. Okay. Et donc, on a des troubles digestifs.
Et les gens, c'est super dur à soigner, parce qu'il y a toujours la même fixation. Et c'est valable pour plein de choses comme ça. Plein de systèmes peuvent être touchés. Cela dépend de à quel moment le traumatisme est venu, ou si c'est toute une période difficile, etc. Tout ça, c'est intéressant à comprendre, essayer de trouver, de définir un petit peu avec le patient, sans intrusion. Mais moi, j'aime bien cette phrase d'Einstein, qui était bon dans plein de trucs, pas uniquement la physique. La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. Aujourd'hui, la réponse à tous ces gens qui souffrent du ventre me paraît pas tout à fait adaptée, parce que on parle du deuxième cerveau comme c'est quelque chose de fabuleux. Si on écrit un livre sur le deuxième cerveau, on le vend à des milliers d'exemplaires, des milliers, c'est génial. Et on en fait comme si c'était le truc, on avait trouvé le truc, quoi. Un cerveau hyper archaïque, développé avec les premières espèces animales, on voudrait le mettre sur un piédestal et remplacer notre autre cerveau. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce cerveau-là, il marche d'autant mieux, c'est juste des réflexes de base, il marche d'autant mieux qu'on lui fout la paix. C'est-à-dire que la digestion peut se faire grâce au système nerveux entérique. Si on a une charge de nourriture tout à fait normale, les réflexes autonomes locaux sont presque suffisants et on n'a pas tellement besoin de régulation du vague dorsal, du sympathique. Ça va intervenir justement s'il y a des demandes, des exigences de l'environnement ou métaboliques qui font qu'on doit être obligé d'activer ou de stopper la digestion. Plus on concentre son attention sur le cerveau, sur le ventre, et c'est ce qu'on fait d'une façon sociétale. On parle de ça, le cerveau, le microbiote, le ventre, et prenez des probiotiques, et faites ceci, faites cela. Eh bien, on va rajouter à une neuroception qui est déjà un peu déficiente, qui fait qu'il y a une mauvaise régulation du ventre, parce qu'il y a une mauvaise régulation du système nerveux autonome, on vient drainer la conscience, la focaliser là-dessus. Eh bien, au final, c'est un cercle vicieux, ça ne fait qu'augmenter les problèmes. Okay. Et donc, c'est bien, parce que les vendeurs de probiotiques et de ces trucs, ils continuent à vendre toujours. J'ai remarqué ça. Donc, c'est ça, trop focalisé sur son... J'ai remarqué ça personnellement dans une de mes vies où j'avais des difficultés de couple, où à chaque fois que la tension augmentait dans le couple, j'avais vraiment des problèmes de ventre importants. Et puis après, une autre période de ma vie, j'ai été célibataire, mais de temps en temps, j'avais quand même assez souvent des problèmes de ventre, ça m'énervait. Mais par contre, à chaque fois que je trouvais que je n'étais pas seul, chez moi le soir, j'avais plus de problème de ventre. Donc à chaque fois que j'étais en connexion, j'avais plus de problème de ventre. C'était intéressant. Donc, je pense que moi, ma façon de faire, c'est de ne pas trop focaliser là-dessus. Alors, évidemment, l'ostéopathie viscérale reste utile en cas de traumatisme, séquelles chirurgicales, infectieuses, etc. Il y a des informations nociceptives qui vont brouiller le système, donc ça reste important de traiter les organes. Mais dans plein de problèmes digestifs, je ne vais plus du tout aller sur le ventre en première intention, s'il n'y a pas de choses importantes à traiter. Du coup, au niveau traitement, alors je ne sais pas si vous avez appris, moi j'ai appris des techniques liquidiennes, crâniennes, les roulements temporaux, d'accélération, décélération, alterne, synchrone, tout ce qu'on veut, le quatrième ventricule, et puis les techniques qui sont pas l'apanage des ostéos, les chiro les pratiquent aussi, les stimulations, des inhibitions de la chaîne latérovertébrale. D'ailleurs au début c'était que la chaîne, que la colonne, où on disait qu'on avait une action sur les organes grâce à l'action somato-viscérale. C'est juste le système sympathique, la colonne. Pas du tout le système du nerf vague, donc on ne touchait pas un nerf vague. Et en ostéo, on avait notre sacro-saint TDP, où avec ça, on arrivait toujours à traiter le nerf vague. C'est génial. Sauf qu'en pratique, j'ai toujours été déçu. Je trouvais qu'on visait un peu à côté, et surtout les effets étaient pas du tout prédictibles. L'effet le plus courant, une séance d'ostéopathie globale, surtout si on fait des techniques crânio-sacrées, viscérales, faciales, c'est une réponse vagale qui dure 1 jour, 2 jours. Parfois, si la personne est fatiguée, elle a besoin de dormir, c'est bien, c'est qu'elle se récupère. Si la personne vous dit « ouais, j'ai eu mal au cœur pendant 2 jours », c'est moins bien. C'est qu'on a activé le vague dorsal de façon qui n'était pas souhaitable.
J'ai fait faire des études à des étudiants, des mémoires, on a l'appareil pour mesurer la variabilité du rythme cardiaque. J'ai testé toutes les techniques, on a fait tester toutes les techniques crâniennes. Ça marche très mal, très peu. C'est pas prédictible, ça dépend de l'état initial du patient, et puis très décevant. Parce que j'ai vu quelques études sortir en disant oui, ça marche, mais c'était des études sur 10 personnes. Nous, on a fait des études sur des centaines de personnes, donc ça marche pas. J'ai fait des études, et surtout, il y a des études qui existent sur les stimulations ou inhibitions des ganglions latéraux-vertébraux. C'est vrai qu'après un thrust, par exemple, un dog dorsal, on a une petite transpiration locale qui signe une sympathicotonie, une réaction locale, une hyperactivation sympathique, qui n'est pas durable, c'est vrai. Mais toutes les études ont montré qu'il y a, si on veut vraiment stimuler, il y a une stimulation de très très courte durée. Et ça aboutit toujours par une inhibition un petit peu plus longue, des fois 1 jour, 2 jours d'inhibition sympathique. Voilà ce qu'on arrive à faire au mieux. Donc ça peut être juste utile comme un traitement symptomatique pour remplacer un cachet, pour une crise d'asthme, pour des règles douloureuses, des choses comme ça, mais ce n'est pas un traitement. Donc avec la théorie polyvagale, j'ai essayé de chercher, de comprendre comment on pouvait faire. Et donc, je suis parti de cette hiérarchie des branches et qu'il fallait à tout prix réactiver, renforcer le vague ventral. De la même façon que pour irriguer une plaine, il faut que la rivière coule pour venir inonder les champs et les fertiliser. Oh, j'ai passé une semaine à faire ce truc. Donc, connaissance de l'anatomie, de la distribution des différentes branches, connaissance de ces régulations. Le vague nouveau régule, inhibe le sympathique, le vague ancien et le système nerveux entérique. Le sympathique, lui, est capable d'avoir des effets, donc trop d'inhibition sur le système nerveux entérique. Le vague dorsal, trop d'activation du système nerveux entérique, donc du ventre. Donc je me suis dit, puis il y a des rétroactions bien sûr, je vais d'abord essayer de focaliser sur le vague nouveau. Et j'ai testé plein de choses, au détriment de mes patients qui m'ont servi de cobaye, comme toujours. Et donc, première chose que je fais, si c'est nécessaire, bien sûr, je fais toujours des tests avant de faire des traitements, c'est je focalise sur la région du cœur. Steele avait dit, je ne sais plus bien quoi, mais que le cœur était le quartier maître, vraiment quelque chose d'hyper important dans le corps. Et d'ailleurs, en termes de champ électromagnétique, le champ électromagnétique du cœur était mesuré, il est 1000 fois plus puissant que celui du cerveau. Même les battements cardiaques, les ondes sonores mécaniques auraient un effet de mise en résonance de toutes les cellules de notre corps. Donc, première chose, c'est focaliser sur le cœur. Plexus cardiaque et aussi sur le thymus. Pour des raisons plus mystérieuses, le thymus est aussi très associé au vague ventral. Deuxième point clé, c'est la jonction crânio-cervicale. Je ne sais pas si tu te rappelles, Christelle, quand j'ai quitté Eurostéo, dernier cours, je me rappelle encore, j'avais dit, mon testament, j'ai dit, si vous devez travailler plus que sur une région, travaillez sur ça. Je ne savais pas pourquoi. Mais voilà, je ne sais pas si je sais aujourd'hui, je sais des trucs, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, c'est ce que je pense. Pourquoi ? Parce que, alors pas du tout dans la vision des chiro, qui pour eux tout vient de l'Atlas, tout ce truc-là, pas du tout pour ça. Même si c'est des régions sur le plan mécanique adaptative, le plexus cervical supérieur, les premiers nerfs cervicaux, ont énormément d'anastomose, avec le 9, avec le 10, avec le 11, nerf crânien, et donc ont vraiment une action de balance sur le système nerveux autonome. Et ce qui est intéressant, supposez que votre jonction occiput C1 soit libre, vous vivez une émotion négative, et tout de suite une dysfonction. Donc c'est une zone qui réagit en permanence. En plus, elle est très impliquée dans les attaches supérieures de la dure mère et de la dure mère de la base du crâne. La base du crâne, la dure mère au niveau de la base du crâne est innervée par le vague, par le 12 aussi, et les attaches supérieures par les nerfs cervicaux. Donc il y a cette interaction, et c'est une région qui se fixe avec des tensions durmériennes dès qu'il y a un déséquilibre du système nerveux autonome, aussi petit soit-il. On a des ponts myoduraux, les muscles sous-occipitaux aussi sont importants, parce qu'il y a des ponts myoduraux tendus entre ces muscles et la dure mère, qui permettent à la fois de donner des informations proprioceptives, mais aussi de garder une tension correcte de la dure mère au cours des mouvements, pour éviter des plissements et pour maintenir une bonne circulation du liquide céphalorachidien.
Donc voilà pourquoi, vite fait, hein, c'est des choses qu'on développe bien sûr beaucoup plus dans les formations. Cette région fait partie de la prise en charge de la rééquilibration du système nerveux autonome. Et puis ensuite, on va travailler sur les nerfs crâniens de l'engagement social, en faisant aussi à chaque fois là encore des tests, on n'a pas besoin de travailler sur tout. Ceux qui sont impliqués. La région de l'oreille est hyper importante, puisqu'on a vraiment une innervation du facial, dans le conduit auditif interne, du nerf facial, du nerf vague et du nerf trijumeau qui sont impliqués. Donc on fait des techniques dans le conduit auditif, mais aussi des techniques issues de cryothérapie sur des points particuliers. On a à la fois des techniques neurales sur les nerfs, mais aussi des techniques sur des points particuliers, qui sont des points plus énergétiques, qui ont une extrême, un pouvoir extrêmement intéressant pour rehausser les fonctions du système d'engagement social, qui sont avérés très pertinents. Voilà, des choses qui sont développées dans des formations, donc on voit tous ces traitements. Voilà, je crois que j'ai été trop long, pardonnez-moi. Non, ça va ? Si j'étais resté bloqué en vague dorsale, ça aurait duré 2 minutes, parce que je n'aurais pas été capable de parler. Donc je l'ai fait. Si j'étais en sympathique, j'aurais parlé encore plus vite, donc ça aurait duré moins longtemps. Puis j'aurais essayé de vous convaincre et de vous séduire. Ce que j'ai essayé de faire, là, simplement, c'est de partager avec vous une certaine représentation des choses, une certaine compréhension. Je suis persuadé que ce n'est pas une vérité définitive. Il ne faut jamais rester figé sur des acquis. La science change sans arrêt, en tout cas se perfectionne. Je les partage parce que, pour moi, c'est quelque chose qui me permet d'être beaucoup plus en confiance, de mieux comprendre les patients et les nombreux symptômes qu'ils présentent et d'avoir des réponses assez pertinentes. Donc, j'étais content de les partager, de continuer à diffuser au cours des formations. Voilà, donc je vous ai dit qu'au départ, on essaie avec 2 grands besoins fondamentaux, instinct de survie, volonté de vivre, soif de lien. Au fur et à mesure que notre voyage avance et qu'on approche plus vers la fin, la volonté de survivre est peut-être moins importante, et surtout vers la fin, je pense, parce que c'est mieux. La soif de lien, par contre, la connexion à autrui paraît de plus en plus importante, et peut-être qu'à la fin, la seule chose qui restera, c'est l'amour qu'on a reçu et partagé. Voilà, je vous remercie. Des questions. Des questions. Oui, oui, volontiers. Allez, la première question. Vous avez dit que le tonus... Tu peux voir un Le tonus, vous avez dit qu'il pouvait se mesurer grâce à quoi? Au système de mesure de la variabilité d'urine cardiaque. On fait une espèce d'électrocardiogramme simplifié qui mesure les intervalles entre les 2 ondes Q, je crois. Et donc, on voit qu'il y a une variabilité. Donc, les logiciels permettent de voir la bonne activité de ce vague ventral, qui régule le cœur, sa puissance, sa flexibilité et l'équilibre, plus ou moins l'équilibre ortho-para. Là-dessus, je suis un peu plus sceptique. En tout cas, sa puissance qui est dépendante de l'âge. Donc, on rentre l'âge du patient. Malheureusement, ça décroît avec l'âge. Alors, il y a des exercices. Il y a plein d'exercices, notamment ce que tu as développé dans la cohérence cardiaque, où les premières études avaient montré que quand on prenait de populations de personnes qui avaient eu un infarctus du myocarde, premier groupe, traitement médical classique, deuxième groupe, on leur apprend à rentrer en cohérence cardiaque, à partir de respiration simple, de visualisation du cœur, etc. Et au bout de quelques années, le taux de survie était bien plus important ceux qui pratiquaient cet exercice que ceux qui prenaient des médicaments. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout cumuler, mais tant qu'on arrive à maintenir cette variabilité d'urine cardiaque correctement. Alors, il y a des petits logiciels de feedback qu'on trouve sur les smartphones aujourd'hui, dont les algorithmes sont assez simples. J'ai discuté avec Stéphane Porges, même l'appareil que j'utilise, il m'a dit, bof, moyen. Après, j'ai pas les moyens d'aller acheter d'autres appareils. Mais j'ai commencé à travailler là-dessus il y a très longtemps, en fait, parce qu'il y a plus de 15 ans, j'ai eu la chance de rencontrer un Américain qui commercialisait en France les premiers logiciels, qui étaient chers, c'est l'équivalent de 10 000 €.
mais j'ai eu la chance d'être testeur, donc en des versions bêta, et j'ai pu tester plein de trucs dans mon cabinet avec ça, sans le payer. Donc ça fait un moment que je travaille là-dessus. Mais aujourd'hui, j'avoue que le bilan clinique, maintenant, pour moi, devient beaucoup plus facile. Je l'utilise que dans quelques cas, et des fois c'est intéressant pour que le patient ait un feedback. Mais on n'a pas besoin, en une pratique courante, d'avoir cet appareil. Aujourd'hui, on en trouve 3 000 € à peu près, 2-3 000 €. C'est juste une tablette et puis des capteurs. Autre question? Moi, j'ai répondu à tout. Karen John. Karen John. Je voulais te remercier parce que je n'avais pas cette notion du côté ventral du nerf vague. Et la question que je me posais, c'est est-il possible que le nerf vague pêche en excès ce ventral? Alors oui, bonne question. Il y a quelques excès du ventral et qui vont donner comme symptômes essentiellement des allergies, sensibilité aux allergies. C'est pour ça, quand on disait tout à l'heure, on devient plus vieux, on devient allergique. Peut-être qu'on devient un peu plus sage, un peu plus ventral, un peu mieux connecté, un peu moins sympathique. Et puis peut-être aussi certaines maladies auto-immunes. Alors on n'a pas des certitudes, mais ça penche un peu dans ce sens-là. C'est à peu près tout. Voilà. On n'aime jamais assez. Sophie Pigot. Ouais. Tu nous as parlé tout à l'heure des individus qui étaient moins minimisés au niveau du nerf vague ventral. Est-ce que ce que tu proposes dans ton traitement, dans ta théorie polyvagale, va avoir le même impact sur ces gens-là, ou est-ce que ça te pose une problématique de restriction? Alors, c'est le problème qu'on peut avoir en ostéopathie, mais aussi dans n'importe quel type de thérapie, de psychothérapie. Lorsque le développement du vague ventral a été compromis, n'a pas pu se dérouler dans les meilleures conditions, au moment de cette myélinisation, avec cette période importante de la première année, c'est plus difficile. Mais notre système nerveux a quand même une capacité de résilience. Il construit des nouveaux patterns, des nouveaux schémas en permanence, et donc il y a toujours de l'espoir. Mais bien sûr, la pratique ostéopathique n'est pas suffisante parfois. Lorsqu'il y a des gros traumas très lourds, il faut s'aider de techniques d'hypnothérapie, de MDR, de toutes sortes de choses comme ça qui sont très aidantes. On peut utiliser, puisque moi j'avais fait des formations d'hypnose, de MDR il y a un moment, il y a longtemps, j'ai juste importé dans ma pratique des petits outils comme ça qui me permettent de faire face à des problématiques émotionnelles très simples que j'enseigne dans les formations, qui permettent vraiment, sans devenir psychothérapeute, de prendre 5-10 minutes des fois pour essayer de lever un barrage. Okay. Mais effectivement, après, il y a une limite dans le développement de chacun. Notre job, comme celui de n'importe quel thérapeute, c'est d'amener une personne au meilleur de ce qui est possible. Mais voilà, on n'est pas tous égaux. Est-ce qu'on a des études qui nous montreraient une possibilité de remyélisation, quelle que soit la technique utilisée? Ça, je l'ignore complètement. Je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas. Donc Eric viendra au mois de... C'est avril, Sophie, mai, avril 2020. Avril 2020, en postgrad d'Eurostéo pour animer cette théorie polyvagale et comment agir dessus. Pour son pratique surtout, hein. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci à toi.